Bienvenue à vous, merci d'être là. Aujourd'hui, on a un café pour les internautes, on a un café hypnose qui est un petit peu particulier parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'est déplacée. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous rejoint dans un petit moment. Mais je vais couper mon son, voilà. Et donc, on va faire ça parce que finalement, les cafés hypnose, alors évidemment, quand il y a du monde, il y a un peu plus d'interaction. Mais néanmoins, j'ai l'habitude de beaucoup parler. Certains ont remarqué que je suis un peu bavard. Et puis, j'ai préparé des choses qui sont évidemment ma vision. Et si la peur ou la libération de la peur vous intéresse, vous allez trouver évidemment plein d'autres gens qui auront d'autres visions. Et c'est ce qui est intéressant aussi pour pouvoir se faire sa propre vision, en fait. C'est ça qui est important. Et donc, on va parler de la peur et plus précisément, quel chemin est possible pour se libérer de la peur. Alors, qu'est-ce que la peur pour l'instant? Pour commencer, qu'est-ce que c'est la peur? La peur, c'est une émotion. C'est une des 5 émotions de base. Il y a une émotion agréable, c'est la joie, et 4 émotions désagréables, pas très cool à vivre, que sont la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Ces émotions sont utilisées par notre subconscient pour étiqueter les mémoires afin de pouvoir les ranger. Les mémoires chouettes, les mémoires difficiles, dans ces 4 catégories. On va s'occuper spécialement de cette émotion donc de peur, ces émotions sont un peu comme des sens supplémentaires. On a nos 5 sens qui permettent de capter le monde matériel, et puis ce sont des informations supplémentaires qui nous donnent des indications sur le contenu de l'expérience. Est-ce que c'est agréable, désagréable? Si c'est désagréable, il y a encore 4 figures, et ça permet au subconscient de classer les choses pour pouvoir y faire référence à l'avenir dans toutes nos expériences de vie. La peur, donc. Il y a des peurs qui sont réelles, des vraies peurs, c'est-à-dire des peurs quand on est en danger, dans un danger réel. Si vous faites une course de montagne puis que vous devez passer au bord d'un ravin, vous avez un peu le palpitant qui s'agite, parce qu'il s'agit d'être concentré pour ne pas tomber, évidemment. Si un camion vous fonce dessus dans la rue, vous aurez peur, et cette peur est là pour nous garantir notre sécurité ou nous faire réagir. Donc ça c'est la vraie peur. Il y a un véritable danger. Mais c'est pas ça qui va nous occuper aujourd'hui, parce que c'est pas ça qui nous chicane. Ces situations de danger, accidents, mise en danger réel, un chien qui nous agresse, etc., sont quand même rares. Ce qui nous pourrit la vie, ce sont les peurs imaginaires, qui sont évidemment basées sur des peurs réelles, ou en tout cas perçues comme telles. On va le voir un peu plus loin. Mais les peurs imaginaires vont vraiment créer toutes sortes de dysfonctionnements dans nos actions, nos interactions, notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres, notre relation au monde, etc. Parce que quand on a peur, ça nous bloque, ça nous limite. Alors entre une peur légère, une petite inquiétude, une incertitude ou une angoisse qui va nous tétaniser, évidemment il y a des degrés, mais de toute façon la peur est un frein, et quand on est complètement libre, c'est qu'on n'a pas peur. Il y a plein de choses qu'on fait sans avoir peur, aller acheter du pain, prendre le bus, monter, descendre un escalier, etc. Bon, il y a des phobiques de l'escalier, mais ceci mis à part, il y a plein de choses qu'on fait avec confiance, sans se rendre compte qu'on a confiance. Parce que la confiance est naturelle en réalité. C'est quand la confiance nous manque, quand on a peur, qu'on ressent le manque de confiance. En fait, on sait ce qu'est la confiance souvent par son manque. Mais il y a plein de choses qu'on fait avec confiance. Et en réalité, dans toutes nos problématiques, quelles qu'elles soient, que ce soit des choses
comment dire ça, des choses de notre organisation, que ce soit des choses par rapport à soi, que ce soit des troubles divers et variés, relationnels ou autres, eh bien, il y a toujours de la peur. La peur est toujours présente. Je parlais des 5 émotions, notamment des 4 négatives, peur, colère, tristesse, dégoût. Alors la colère, la tristesse, le dégoût ne sont pas toujours là, mais la peur est toujours là. Ne serait-ce que la peur d'avoir peur. Donc il y a toujours une sorte d'incertitude qui existe, il y a une peur profonde, latente, qui vient nous pourrir la vie. Alors elle n'est pas là tout le temps, hein, mais elle est toujours prête à se déclarer dès qu'on a un contexte particulier, et ça va réactiver cette peur. Alors on peut voir qu'on a différentes manières d'avoir peur. Enfin, on peut avoir peur de soi, c'est-à-dire peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'échouer, éventuellement même peur de réussir, peur d'être malheureux, peur d'être heureux, des peurs qui ont à voir avec soi. Hein. Puis après, évidemment, la peur de déplaire, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, abandonné, etc. Toutes ces peurs qui ont à voir avec soi et peu à peu qui vont avoir avec les autres. Peur d'être rejeté, par exemple, abandonné, c'est la peur des autres. Donc on a de la peur de soi, il y a la peur des autres, et de juger, rejeté, comme je l'ai dit. Peur d'être à la hauteur, comme je le disais, c'est aussi avoir à voir avec les autres. En fait, on a différents types de peurs. Puis après, plus largement, il y a la peur du monde, la peur de l'incertitude du monde, et puis il y a la peur de l'avenir. Je réponds juste parce qu'il paraît que la porte est fermée. Oui, Philippe, oui, allô, Philippe Franière, oui. Ok, bien. Alors, donc on a juste commencé un petit peu à parler de la peur, qui est une des 5 émotions de base. Les émotions sont des informations complémentaires à nos sens qui permettent à notre subconscient de trier les souvenirs, de pouvoir les réutiliser. C'est comme des étiquettes, en fait. Et donc, toutes les expériences de peur sont rangées dans une grosse boîte peur, toutes les expériences de tristesse dans une autre boîte, etc. Vous comprenez le principe. On peut avoir peur de soi, on peut avoir peur des autres, on peut avoir peur du monde, on peut avoir peur de l'avenir. C'est là où on en est resté. Alors, quelle est notre peur la plus profonde? Et je profite que vous soyez là pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Quelle est la peur la plus profonde? Qu'est-ce que vous pensez? Qui est un peu universelle, on va dire. La peur de la mort? La peur de la mort, ouais. De perdre quelqu'un de cher, je sais pas. Ouais. C'est intéressant, la peur de la mort, oui. Bien sûr que le jour où la mort va s'approcher avec sa grande fourre, on va pas faire trop les malins, et puis on va être un peu comme... C'est sûr. N'empêche, on passe toute notre vie sans y penser. Ouais. Ou très occasionnellement, justement parce qu'on perd quelqu'un, un proche, comme ça. Mais on passe notre vie en disant, bon, on verra bien, quoi. Donc, bien sûr que c'est probablement l'expérience la plus intense quand la mort arrive et puis qu'il faut passer de l'autre côté. Ça doit quand même être assez flippant, bien que ça dépend de ses croyances. Si on a des croyances en un au-delà, si on a la foi, ou qu'on a des croyances en un au-delà agréable, chouette, constructif, etc., c'est cool. Si on pense qu'après il y a le néant, ça doit être un peu flippant, ou si on pense, suivant ce qu'on peut imaginer, de karma ou je sais pas quoi, ça peut être un peu flippant, effectivement. Mais finalement, dans notre vie de tous les jours, je ne pense pas que ce soit une peur qui soit très présente, sauf cas exceptionnel. Et donc, notre peur la plus profonde, évidemment, ça va dépendre de chacun. Mais je pense qu'il y a une peur profonde, c'est celle de rater sa vie. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est-à-dire d'être mort avant de mourir. Il y a bien une notion de mort. Hein. Et c'est comme si j'étais un peu un mort vivant, où j'arrive pas à faire ce que j'aimerais faire, où j'ose pas. Où justement il y a la peur de ne pas y arriver, et il y a la peur d'avoir peur. Il y a
cette auto-alimentation de la peur, peur et peur d'avoir peur, qui va me limiter. Quelque part, c'est la peur de ne pas exister aussi. La peur d'être, de disparaître, de ne pas être reconnu. Ça a à voir avec le regard des autres. Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes en tant qu'être humain, on aime être en relation. Et donc on va vivre à travers le regard des autres. Et si on n'obtient pas l'approbation, ou le soutien, ou au moins l'intérêt des autres, on a l'impression de disparaître. Dans ces grandes peurs, ou dans les angoisses, on peut avoir souvent la description du sol qui se dérobe sous les pieds, d'un grand trou où on est englouti. Ça, je pense que c'est une espèce de truc qu'on retrouve chez les angoissés, qu'on retrouve dans les états de stress, qu'on retrouve à différents endroits, chez les phobiques bien sûr, des espèces d'états extrêmes où on a l'impression de disparaître, on a l'impression d'être englouti. Le besoin d'approbation, on y viendra tout à l'heure. On parlait juste avant que vous arriviez aussi, on peut avoir la peur d'échouer, mais la peur de réussir. La peur d'être malheureux, mais aussi la peur d'être heureux. Et c'était Marianne Williamson qui avait écrit un truc que Nelson Mandela avait repris dans son discours d'investiture, que vous avez sans doute, je le lirai tout à l'heure, qui dit que notre peur la plus profonde, c'est pas notre côté sombre, mais notre peur la plus profonde, c'est de briller, d'être puissant. Il y a comme quelque chose qui nous retient. La peur d'être heureux, en fait. La peur d'être... Peut-être que c'est trop, ça fait trop sortir de la masse, il peut y avoir des conséquences aussi. Si je suis heureux, brillant, lumineux, on va m'envier, on va me jalouser, ou alors je vais faire de l'ombre aux autres. Ce genre d'idée. Ce préambule pour dire qu'il y a plein de manières d'avoir peur, et que la peur, même si on ne s'en rend pas toujours compte, en fait, à moins que ce soit une peur réelle, ces peurs construites, ces peurs fantasmées à l'intérieur de soi, ces peurs imaginaires, viennent vraiment nous saboter la vie, nous empêcher d'être qui on est. La peur est avant tout un ressenti. C'est une émotion, donc une information due à une situation, à un contexte, et donc on va ressentir la peur. Comme les autres émotions d'ailleurs. On ressent la joie, la tristesse, la colère, le dégoût aussi. Mais nous sommes focalisés sur la peur, c'est un ressenti. Et donc, ce ressenti va être vécu par chacun de manière un peu différente, même s'il y a des grands classiques. Je ressens la gorge qui se noue, je ressens la respiration qui se bloque, je ressens la boule au ventre. Ce sont des types de peurs, hein. Il y a des gens qui deviennent tout rouges, il y a des gens qui ont les mains moites, enfin il y a un ressenti, ça passe par le corps. Et ça c'est vraiment important parce qu'il y a une somatisation qui va pouvoir se répéter. C'est comme un espèce de discours, c'est pas un discours mental, mais c'est vraiment une information physique qui va être la première à émerger. Quand j'ai peur, je ressens d'abord. Puis après, j'ai le mental qui vient, qui dit j'ai peur, je ne vais pas arriver, je suis nul, c'est pas pour moi, enfin tous ces discours qu'on peut avoir, t'es trop con, enfin bref, toutes ces choses qui se déclenchent. Mais la première chose, c'est un ressenti. Et ce ressenti, il est le même depuis qu'on est petit, et il dure toujours, toute la vie. À moins qu'on fasse des trucs en hypnose par exemple, ou en thérapie, ou l'autre. Dans le sens où on a une peur. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Comment est-ce que j'ai compris ce qu'est la peur? Comment je sais aujourd'hui que j'ai peur? Aujourd'hui, je sais que j'ai peur parce que chez moi, ça se manifeste de cette manière-là. Mais ce n'est pas universel. Chez quelqu'un d'autre, c'est différent. Donc ça veut dire qu'il y a une expérience initiale,
probablement au tout début de la vie, dans les premières semaines, les premiers mois, où l'expérience physiologique a eu lieu et s'est imprimée dans mon vécu. Alors après, c'est dans l'enfance ou l'adolescence, enfin bref, au fil du temps, à l'école, ou peu importe, elle s'est peut-être affinée ou elle s'est peut-être renforcée. Mais par exemple, il y a des gens qui rougissent quand ils ont peur ou qui ont les mains moites, alors que d'autres non, pas du tout. Et donc voilà. Voilà quelqu'un qui nous rejoint. Bienvenue, Maria. Désolée, ça fait 7 ans. Mais oui, on s'est un peu trompé dehors, c'est pour ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on fait avec. Tout est bienvenu. Et donc, De quoi on parle? de quoi on parle? Se libérer de la peur. Ça, c'est le thème du soir. Donc, pour l'instant, on parle de la peur, de ce que c'est, de comment ça se manifeste, et notamment qu'on a tous une manière d'avoir peur. J'étais en train de donner ma vision sur cette construction de la peur. Dans la petite enfance, il y a les premières expériences de peur. On a tous déjà eu peur. Je veux dire, la peur est vraiment une émotion universelle. C'est partie de ces 5 émotions de base. Tout le monde l'a. Mais elle se manifeste chez chacun un petit peu différemment. Et c'est d'abord une sensation physique. Puis après, ça se transforme en fonction de ses propres croyances, de sa propre expérience. Ça va se transformer en pensée. En symbole aussi. On parlait de la boule au ventre, du nœud à la gorge, etc. C'est clair que si on ouvre le ventre, on ne va pas trouver une boule de pétanque. Mais pour la personne qui a peur, oui, il y a une boule ou un caillou, peu importe, il y a vraiment un truc comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la réification, c'est-à-dire la transformation d'un concept en objet. Et c'est quelque chose qu'on fait très souvent pour quelque chose de négatif, comme la peur, bien sûr. Ça peut être le caillou, la boule au ventre, bref. Mais ça peut être la sensation d'avoir un poids sur les épaules. Enfin, ça peut être toutes sortes de choses. Ça, c'est personnel. Et on le fait, cette réification, on l'a fait aussi, cette transformation en objet, on l'a fait aussi pour les trucs cool. Quand on est heureux, on voit un soleil, ou le bord de mer, ou on sent la fraîcheur, la légèreté. Donc il y a du ressenti dans nos émotions, et ça c'est vraiment très important pour comprendre finalement, ça va être un levier de libération, de travailler sur le ressenti. Il ne s'agit pas d'enlever toutes les peurs, bien sûr. Si un lion vous attaque, c'est normal d'avoir peur pour prendre la poudre d'escampette. On est bien d'accord. Mais on parle effectivement ici de toutes ces peurs imaginaires ou toutes ces peurs fantasmées, entretenues, alimentées par le mental, qui nous maintiennent embourbés, nous empêchent d'aller de l'avant. Donc il y a une somatisation, il y a une symbolique personnelle, et si on peut changer cette symbolique, on va en changer la perception, et du coup on va changer le ressenti. Comment transformer une peur en confiance? Finalement c'est ça, l'inverse de la peur, c'est la confiance. Quand j'ai pas peur, j'ai confiance. Même si c'est tellement naturel, comme on le disait, d'avoir confiance, c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'on a confiance. C'est une sensation naturelle. Alors dans les trucs et astuces qu'on peut utiliser, qui font partie de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, moi j'ai eu longtemps peur des chiens, je suis toujours un peu méfiant, j'avoue, je me suis fait attaquer quand j'étais petit, ça laissait des traces, j'ai eu peur des chiens pendant très très longtemps, jusqu'à vraiment un âge avancé, jusqu'à environ 30-35 ans je pense, jusqu'à ce que j'arrive à vraiment libérer ça. Mais je me souviens que pendant un temps, j'avais installé, au début que je faisais de l'hypnose, j'avais installé un bouton de réglage de la peur. Et ça, c'était trop cool. J'avais un bouton de réglage de manière imaginaire, il était là sur ma droite, à peu près à cette hauteur, et puis je pouvais diminuer, évidemment ça ne me donnait pas envie de l'augmenter, mais diminuer. Donc j'avais un bouton comment on appelle ça, un variomètre, et quand je voyais sur le trottoir quelqu'un qui arrivait avec un chien, je faisais le geste. Je diminuais ma peur. Et ça marchait assez bien. Là, on est dans des
dans ce que certains appellent des actes psychomagiques. Je ne sais plus si c'est Jodorowsky qui a inventé ce terme ou s'il l'a emprunté à quelqu'un d'autre, mais c'est par lui que j'ai trouvé ce terme. Et donc, des espèces de rituels personnels ou d'astuces mentales qu'on a, qui font vraiment typiquement partie de l'auto-hypnose et qui permettent de moduler, de reprendre le contrôle sur ces choses qui nous assaillent, qui nous dépassent. Chacun a donc ses propres peurs, sa réalité personnelle. Certains ont des phobies, phobie de l'avion, phobie de l'araignée, etc. D'autres ont des angoisses. Ils ne savent pas trop de quoi ils ont peur, mais ils ont peur. C'est vraiment embêtant. D'autres sont des spécialistes d'inquiétude. Ils s'attendent toujours à ce qu'il y ait un truc qui ne marche pas. Il y a quelques jours, il y avait une dame qui me disait « Moi, quand ça va trop bien, je me dis, je vais m'en prendre une. » Donc, c'est qu'il y a des espèces de projections comme ça, ou simplement de l'insécurité. Enfin, simplement. L'insécurité est la base, finalement, de ces peurs construites. Alors, ça se manifeste sous forme de symptômes différents. Il peut y avoir, évidemment, le stress, des troubles du sommeil, de la maladie, de l'irritabilité, toutes sortes de dysfonctionnements, et ça mène à des confusions finalement sur qui on est, qu'est-ce que c'est sa vie, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que les autres attendent, des doutes, du mal-être, je suis nul, je suis qu'une pauvre tâche, etc., etc. Donc finalement une sorte de trouble de l'identité, on n'est pas bien. Et finalement, c'est ça qui est le problème, la peur. Et la peur, elle est partout, elle est dans tous nos problèmes. Ne serait-ce que la peur que le problème revienne. Donc la peur, c'est un truc fondamental. Tristesse, colère, c'est occasionnel. Mais la peur, c'est vraiment central. Est-ce que ça va jusqu'ici? Bon. La proposition, après ce constat, on pourrait dire, qui est, j'espère, plus ou moins clair, en tout cas la proposition plus ou moins claire, la proposition c'est d'aller vers la paix. L'idée c'est que quand on a peur, on est inquiet, on est incertain, on est angoissé, etc., on n'est pas en paix. Donc en fait on se fait chier dans la vie, et l'idée c'est d'arriver à sortir de ça et de s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Et ça a évidemment à voir avec qui je suis. Qui suis-je? Donc la question de l'identité. Quand on parle d'identité, souvent on ne sait pas très bien de quoi on parle, mais dans ma vision, l'identité c'est qui je crois être. C'est pas qui je suis, c'est qui je crois être, puisque je suis ce que je crois. Donc je crois être un homme d'un certain âge, en train de parler à d'autres personnes, à une caméra, et d'avoir la chance quand même qu'on me prête attention. C'est pas rien, je vous en remercie beaucoup. Donc il y a une identité qui est relative à qui je pense être. Mais j'ai pas toujours pensé que j'étais ça. Aujourd'hui, j'ai 64 ans, un certain parcours, et je pense ça de moi, donc je suis ça, je pense être ça. Voilà. Mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ou quand j'étais ado, ou quand j'étais enfant, je ne pensais pas ça. Je n'avais pas la même expérience, donc j'étais quelqu'un d'autre. J'étais une autre identité. J'avais une autre identité, même si j'avais le même numéro de sécurité sociale. Donc on s'identifie à quelque chose, d'où le mot, ou à quelqu'un, ou à une vision de soi. Et cette identité, finalement, est une illusion, puisque ça change tout le temps. Et on peut la changer en plus. Si on ne pouvait pas changer l'identité, il n'y aurait pas de thérapie possible. Ce serait impossible. La thérapie n'existerait pas. La thérapie, que ce soit l'hypnose ou une autre thérapie,
dès le moment qu'on génère un changement, qu'on arrive à faire bouger des choses dans la personne, dans son subconscient notamment, ça va lui permettre d'accéder à de nouvelles possibilités d'être, et donc d'accéder à de nouvelles ressources de son identité, ressources qu'elle a, mais qu'elle n'a pas encore découvertes. Et donc cette identité, cette personne auquel je m'accroche, comme si c'était ma planche de salut, le Philippe qui est là, en fait il a plein de ressources que je n'ai pas encore découvertes. Peut-être que je me vois comme sur le radeau de la Méduse en pleine mer, sur une espèce de radeau pourri, et puis je vais mourir là-dessus. Alors qu'en fait, juste sous le radeau, il y a un magnifique bateau flambant neuf, prêt à m'emmener à l'autre bout de l'horizon. Vous voyez, l'identité, c'est vraiment ce à quoi je crois. Cette identité, j'en ai parlé déjà plein de fois, et je le refais une fois très rapidement, elle est composée de 3 étages. Il y a le corps, je m'identifie à mon corps. Il y a ce qu'on pourrait appeler le cœur ou les sentiments, je m'identifie à mes sentiments. Et il y a le mental, la pensée, je m'identifie à mes pensées. Je crois que je suis mes pensées, je crois que je suis mes émotions, mes sentiments, et je crois que je suis mon corps. Mais rien n'est plus faux. Mon corps change, mes émotions, mes sentiments, ma manière de les vivre change au fil du temps, mes pensées changent. Je ne suis donc pas ça. Ça, c'est un état provisoire. Qui suis-je si je ne suis pas ça? Je suis quelque chose au-delà de ça. On parle de l'âme, on parle de l'être, on parle du soi supérieur, du soi, ça dépend dans quel registre on se place, si on est en psychologie, en psychiatrie, en thérapie, enfin bref, en ésotérisme. Il y a tout un tas de manières de le nommer, mais il y a quelque chose qui est au-dessus de l'identité, qui en fait ne change pas. Moi, je vois des photos de moi quand j'avais 8 ans, j'ai le même regard. Même regard de crapule. Non, mais c'est vrai, il y a un truc, et ça, c'est moi. C'est pas un autre petit garçon. Et je pense que c'est valable pour tout le monde. Donc il y a, si vous voulez, il y a le monde matériel, les 3 dimensions, la matière qui existe dans l'espace à travers le temps, c'est les 3 dimensions, monde matériel dont mon corps fait partie, enfin ce corps-là, c'est dans ces 3 dimensions qu'il y a mon identité, ce type pour qui je me prends. Mais il y a des plans plus subtils, la spiritualité. Alors, c'est toujours difficile de parler de ça, parce que chacun a sa perception, son intuition, ses croyances à ce sujet, son expérience même, sa sensibilité. Mais il y a quelque chose au-delà de cette matière. Il y a quelque chose qui tient la matière. Hein? D'ailleurs, l'âme, le mot âme vient de anima, qui veut dire qui anime. Et le jour où l'âme s'en va, le corps n'est plus animé. Il y a la mort. Donc, c'est depuis toujours qu'on sent ça, qu'on perçoit ça, c'est qu'il n'y a pas que la matière. Il y a des choses au-delà. Et j'ai toujours plaisir à suivre un petit peu les recherches en physique quantique qui évoluent à grande vitesse et qui permettent aussi d'apporter des réponses, entre guillemets, logiques à ce qui nous dépasse. L'identité, le gars pour qui je me prends, a des besoins que l'âme n'a pas. Il y a 4 besoins. Le besoin de contrôle, le besoin de sécurité, le besoin d'approbation. On en parlait tout à l'heure, parce que on a peur des autres, on a peur du regard, du jugement. Et le 4e besoin, c'est un besoin double qu'on appelle séparation-unité. C'est le besoin d'être séparé, d'être enfin seul, tout seul peut-être, mais peinard, comme chantait Léo Ferré. Et quand au bout d'un moment qu'on est seul, non, il faut qu'on ait
qu'on se réunisse. Alors je ne parle pas uniquement d'amour, de couple, de famille, etc., mais qu'on se sente faire partie d'un groupe. Hein? Donc, séparation, unité, c'est un peu comme une respiration. Et si je vous demande de choisir d'inspirer ou d'expirer, ben vous ne saurez pas lequel choisir, parce que les deux sont importants. On a besoin l'un de l'autre, on a besoin des deux. Et donc, séparation et unité, c'est un des besoins, ce quatrième besoin de l'identité. Donc, besoin de contrôle, sécurité, d'approbation et de séparation et unité sont les besoins de l'identité. C'est les besoins qu'on a tous dans notre monde matériel. Mais quand on s'ouvre un petit peu au monde subtil, à notre qualité d'être, à notre faculté d'être, ou à notre être simplement, eh bien, on va se trouver à un autre niveau. Et on pourrait dire que la peur correspond au monde réel, matérialiste, matière, identité, et que la confiance correspond à l'être, au monde plus subtil. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Je ne sais pas. C'est une proposition. On peut aussi passer de l'autre côté, puis avoir peur, être un esprit sans corps, et puis vite se réincarner, parce qu'on a trop peur de tout cet espace, et puis peut-être on n'est pas prêt à briller comme une étoile. Et puis à d'autres niveaux, pour relativiser ce que je viens de dire tout à l'heure, on peut aussi avoir la confiance dès à présent. Mais c'est pas sans faire un certain lien avec l'être. La confiance d'ailleurs mérite de dire quelques mots à son propos, parce que la confiance va avoir avec le faire. J'ai confiance dans ce que je sais faire. Si vous êtes un as, je ne sais pas, de l'équitation, je dis n'importe quoi, vous avez peut-être passé des années pour maîtriser le cheval, vous savez, vous êtes un pro du cheval, vous avez confiance, parce que vous savez. Moi, si je monte sur un cheval, je n'ai jamais fait ça, je vais complètement flipper, d'accord? Mais dans cet exemple, ce que je veux dire, c'est que la confiance est un résultat d'une compétence, d'un savoir-faire. Si vous savez bien faire une recette, si vous savez... Il y a des tas de choses qu'on fait avec confiance. On se lève, on va marcher, on va répondre au téléphone, on revient. On ne sait même pas qu'on l'a fait, tellement c'est intégré. Donc on a complètement confiance, sans le savoir. Et effectivement, quand la confiance manque, et ben on se dit « Ah, mince, là j'ai pas confiance ». Mais il y a plein de fois où on a confiance. Donc on a la confiance dans le faire, mais il peut aussi y avoir, et c'est l'idée de se libérer de la peur, une confiance dans l'être. Confiance en moi, c'est pas confiance dans mes actes, ça demande des compétences, mais confiance en moi dans mon être, c'est-à-dire ma faculté d'être, ma faculté d'être au monde. Une confiance de faire dans le monde et une confiance dans ma faculté d'être au monde. Alors évidemment, ces apprentissages de faire, ou ce développement qui m'amène à être de plus en plus conscient, on pourrait dire, ça a à voir avec la conscience, même si ce mot est assez flou, apprentissage et développement vont se faire pas à pas. On ne va pas pouvoir régler le truc comme ça. C'est un chemin, et c'est peut-être même un chemin qui se termine jamais. C'est le chemin d'une vie, c'est le chemin peut-être de plusieurs vies, ça dépend encore des croyances qu'on a, mais en tout cas, c'est pas un truc qui se fait rapidement. C'est plus facile d'apprendre à faire une tarte aux pommes, aux pruneaux. Je fais un clin d'œil parce que j'attendais, j'ai fini par les guigner ce qu'il y avait sous le papier d'alu. Et donc, cette possibilité d'apprendre des choses, des compétences finalement assez rapidement, alors que apprendre à être et savoir finalement qui je suis, qui on est,
ça peut prendre plus de temps. Mais de toute façon, ça se fait graduellement. On peut faire la différence. Se faire confiance et avoir confiance. Alors oui, ça serait une autre manière de le dire. Ouais. Je me fais confiance parce que j'ai confiance dans mes compétences, je sais faire. Et avoir confiance. Oui, alors ça peut être ça, ou ça peut être plutôt sur le plan, enfin on peut discuter, effectivement ça évoque différentes choses. Je peux ne pas avoir confiance dans ma manière de faire une tarte aux fruits, quoique je l'ai réussi, ça c'est bien. Donc je vais prendre un autre exemple, l'équitation, comme je disais tout à l'heure, là j'en touche pas une. Et donc je peux ne pas avoir confiance à monter sur un cheval. Par contre, je peux avoir fait suffisamment de choses inconnues dans ma vie et y être parvenu en me disant, il n'y a qu'à apprendre. Je vais essayer. Je prends un cours et puis je vais arriver. Et puis je vais sûrement être bon parce qu'il n'y a pas de raison que je sois mauvais. Et donc, ça c'est la confiance en soi. J'ai pas confiance à monter sur le cheval là tout de suite, mais j'ai confiance que je peux apprendre. Hein? Donc ça, je me fais confiance. Puis après, il y a avoir confiance, ça a peut-être aussi plus à voir avec la confiance dans la vie, la confiance dans le monde, la confiance dans les autres, la confiance en la vie. La confiance dans les autres, c'est bien, mais c'est aussi important. Ce que tu avais dit avant, c'est-à-dire parce que je l'ai fait, parce que j'ai déjà eu cette expérience que je peux me faire confiance. Je peux avoir confiance. Je peux avoir confiance. Ouais. Et ça va vraiment avec une confiance beaucoup plus profonde qui a à voir avec l'être. C'est que je sais, j'ai la certitude, la conviction, la croyance, que quoi qu'il m'arrive, je vais réagir correctement. Ça va aller. Bah, évidemment, si un lion me court dessus, il va me bouffer. Donc on ne peut pas dire que ça va aller. Mais je sais que je vais mourir dignement. Je vais me faire bouffer dignement. C'est vraiment un état d'esprit. Je prends un peu des trucs extrêmes. Voilà. Et stop. Attends, je mets un peu de sel. Voilà. Donc là, on a, et c'est pas interdit d'avoir de l'humour en même temps qu'on a peur, parce que il y a dans le développement, l'apprentissage de la confiance et le développement de l'être confiant. On pourrait parler même d'un développement de la foi. Je ne parle pas d'une foi religieuse, mais une foi en soi, une foi en la vie, la foi dans le fait que tout ceci a du sens. Dans le développement de ça, eh bien, il y a besoin, pour se dépasser, de courage. Il n'y a pas de courage sans peur. Merci la peur. Parce que si je n'avais pas peur, je ne serais pas courageux. Et être courageux, c'est bien. Ça permet, de se renforcer, parce qu'on va se dépasser. On va se dépasser, grandir. Grandir en puissance, en brillance, voilà. Et donc ça va être vraiment intéressant, important. Certains disent qu'il faut faire chaque jour un truc qui nous fait peur. Je crois que c'est Mark Twain qui disait ça, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Et c'est vraiment un bon conseil. Faites chaque jour un truc qui vous fait un peu peur. C'est-à-dire, ne pas se lancer des défis insurmontables. Allez, je vais jouer au cow-boy sur le cheval alors que je ne suis jamais monté dessus. Mais de faire des petites choses, de se dépasser petit à petit, parce que tout ça, ça prend peu à peu. On se renforce. Et je pense que ça serait vraiment un chouette conseil qu'on pourrait donner à nos enfants pour qu'ils se renforcent peu à peu. Ça prend du temps, évidemment. Mais cette confiance, avoir confiance que tu citais, c'est-à-dire le fait de savoir finalement que ça va aller, que j'ai les ressources, que c'est ok, que c'est possible, va être très très importante. On va atteindre ainsi un niveau de stabilité.
Je parlais de l'objectif d'arriver à la paix, à sentir la paix, hein, c'est-à-dire suffisamment confiant pour trouver le courage quand c'est nécessaire. Déjà sortir de la peur maladive, chronique, hein, donc là on est déjà bien plus serein, et puis après, la vie nous amène des circonstances qui nous font peur. On a peur de l'inconnu. Si on vous balance dans un pays où vous ne connaissez rien, ni la langue, etc., vous allez devoir trouver des ressources. Donc c'est un élément qui génère de la peur, du stress. C'est normal. Mais on peut être en paix avec ça. C'est-à-dire être suffisamment connecté à son être, à sa foi personnelle, on va dire, à cette confiance globale que je fais dans la vie pour accueillir la peur. Quand une peur se présente, l'accueillir. Être d'accord de se faire triturer par l'émotion. Et c'est pas que la peur, on pourrait parler de ces fameuses émotions désagréables, la tristesse, la colère, le dégoût. Se laisser, finalement, ces émotions, toutes désagréables qu'elles sont, nous modèlent. Elles nous proposent quelque chose. Si on se laisse modeler, après si on refuse, ou si on est dans le déni, ça va se reproduire jusqu'à ce qu'on veuille bien être un peu plus malléable. Mais à se laisser modeler par la vie, en fait. Donc accueillir l'émotion, entendre le message de l'émotion. On parlait d'il peut y avoir un message clair, attention, danger, il ne faut pas aller là, c'est dangereux, ok, j'entends et j'obéis, j'y vais pas. Mais dans notre manière d'approcher la question actuellement, d'évolution, etc., la peur va être une invitation à se dépasser. Une invitation à être plus courageux, peut-être même audacieux, à être soi, à être intègre. Et donc, un dépassement de soi. Il va se passer à travers ce processus de dépassement de soi. On va atteindre, en tout cas je le souhaite, son autonomie. C'est-à-dire qu'on ne va plus être dépendant des peurs, on ne va plus être dépendant du regard des autres, on ne va plus être dépendant d'un jugement, qu'il soit bon ou mauvais, on ne va plus être déstabilisé s'il est mauvais, on ne va pas se glorifier s'il est bon, c'est juste un jugement, c'est juste un regard porté sur moi. Et donc, atteindre une autonomie, ça peut faire un peu peur ça aussi. Je me dis, mais je vais être tout seul si je fais ça. Hein, peut-être j'ai peur d'être blasé, qu'il n'y a plus rien qui me touche. Autonomie ne veut pas dire insensibilité. Trouver son autonomie, c'est-à-dire sortir des besoins, les fameux besoins de l'identité. En fait, plus on se relie à son être, à son âme, plus on recadre, on va dire, on ne va pas l'oublier, l'identité, elle est là. Hein. En plus, l'identité est très utile parce qu'elle permet à l'âme de s'exprimer dans l'univers matériel. Donc c'est précieux cette identité. Le problème, c'est qu'elle a tendance à bouffer l'âme. Hein. Donc quand on refait l'équilibre entre l'être et l'identité, et qu'on peut atteindre la paix, on ne va plus être soumis, du moins beaucoup moins, ou avec lucidité, à ces besoins d'identité que sont le besoin de contrôle, de sécurité, d'approbation et de séparation-unité. On va continuer à ressentir ça, parce que ça fait partie de l'identité, mais on va calmer le jeu. Ça va être beaucoup plus calme. Ça va même être un peu amusant de voir cette identité qui s'accroche. Hein. Il y a des notions à propos d'ego, etc. Et la pensée, qu'est-ce que c'est, etc. Et puis se prendre pour ses pensées, croire qu'on est sa pensée, etc. On n'est pas ses pensées. On a des pensées. Et
j'y réfléchissais tout à l'heure, puis je me disais, mais la pensée, c'est un peu comme un animal de compagnie, en fait. On est responsable de sa pensée. Comme on est responsable d'un animal de compagnie, un chien, un chat, peu importe. On doit en prendre soin, on doit le nourrir, on doit s'occuper de lui, on doit faire que faire, et puis on doit lui apprendre à se tenir correctement, surtout dans certaines circonstances, etc. On est responsable, mais on n'est pas lui. C'est lui qui gambade dans la forêt, c'est pas vous. Vous le rappelez, vous rappelez Médor, et puis il vient. D'accord? Puis s'il aboie contre un passant qui a la trouille comme moi, eh ben on le gronde. Donc on est responsable, mais on n'est pas lui. Et la pensée, pour moi, c'est un peu comme ça. Et c'est pas si simple d'être responsable de sa pensée, surtout quand on a pensé pendant toutes ces années qu'on était la pensée. Voici une proposition, donc, de gagner son autonomie, et notamment son autonomie affective, puisque il y a beaucoup de situations, de relations, d'affect, on dit ça nous affecte, c'est pas pour rien, desquels on va devenir dépendant, soumis, on va avoir besoin. Donc on est dans ces besoins, contrôle, sécurité, approbation, séparation, unité, tout le temps là-dedans. Et quand on sort de ça, on se libère de la peur. Parce que finalement, ces besoins ne sont jamais remplis, on n'a jamais le contrôle, on n'a jamais la sécurité, on n'a jamais l'approbation. Et puis, ce truc de séparation-unité, on n'est jamais où on voudrait. Donc on peut observer que ces besoins de l'identité sont des attentes déçues. Alors, de temps en temps, elles sont comblées, puis ça fait du bien. Mais généralement, ce sont des attentes déçues. Par définition, une attente est faite pour être déçue. C'est quand on n'attend pas que tout va bien. Et donc, quand on est dans l'être. Alors cette voie vers la paix, vers la stabilité, va nous amener à être beaucoup plus attentifs à ce qu'on appelle la référence interne. Il y a deux grandes modalités de fonctionnement, il y en a plein, mais disons, en l'occurrence, il y a ces deux modalités. Est-ce que je suis en référence interne ou est-ce que je suis en référence externe? Est-ce que je sais trouver les réponses en moi ou est-ce que je vais toujours trouver les réponses ailleurs? Chez les autres, chez un conseiller, un coach, un gourou, un livre, des écritures saintes ou dans les films, ou peu importe. Référence externe. Est-ce que j'ai besoin qu'on me dise ce qui est juste ou est-ce que je sais regarder là? Et donc cette autonomie, qu'elle soit pratique ou affective, va nous amener à être dans cet état de référence interne, d'être beaucoup plus capable d'écouter, d'entendre sa petite voix, son intuition, et de privilégier ça, d'avoir confiance en ça. Ça, c'est la confiance en soi, vraiment profonde. Donc, quand on a ça, on n'a plus peur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des situations qui nous bouleversent, bien sûr, mais on n'a plus peur, c'est OK. Tout devient OK. Donc là, on atteint une stabilité dans la paix, on est serein. Et cette sérénité nous permet d'aller toujours plus loin, d'être en introspection, puisqu'on a sa petite voix intérieure qui nous dit la vérité, qui nous montre le chemin. On est en introspection fréquente, voire continue. On va pas hésiter à se remettre en question, parce que l'idée c'est de grandir toujours. Donc puisqu'on grandit, on sait qu'on va devenir plus grand. Et puisqu'on sera plus grand, on sait qu'on est plus petit que ce qu'on sera. Donc on a encore des trucs à apprendre, etc. Donc ça finit jamais. Et on s'éteint quand on croit qu'on sait. À partir du moment où on croit qu'on sait, qu'on a tout compris ou qu'on a compris, pas forcément tout, mais quand on croit tenir la vérité, on s'arrête. Tandis que quand on est capable de remettre en question, on est toujours en expansion.
Et ça, c'est la sérénité, la stabilité dans la sérénité qui permet une véritable bienveillance, amour envers soi et envers les autres. Et finalement, s'accorder le droit. Oui, dans la porte. Quelqu'un qui part avec la caisse. SDF là qui... Ouais, Ah, d'accord. c'est pour ça que c'est fermé en bas. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Je les ai retrouvés là, sur le palier. en train de... Oui, ça me rappelle des trucs. Moi, j'avais un cabinet où il y avait des junkies qui venaient se chauffer la cuillère dans mon corridor. C'était pas très agréable. Ben voilà, mais on ne sait pas... Bon, bref, voilà. Non, c'est pas grave. Mais ça permet de voir aussi tout ça à avoir avec ce qu'on vit. Dans quelle mesure l'inconnu nous fait peur, les choses qui nous dépassent nous font peur, on a besoin de les contrôler, etc. Voilà, tout le monde savait pas. Ouais. Donc, mais c'est une observation, c'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Et donc je parlais pour terminer, parce qu'on arrive au bout un peu de mon exposé, bien que je vous garde encore 2-3 choses pour la fin, de s'accorder le droit de briller. C'est bien. Alors, il faut toujours vérifier ce qu'on appelle dans notre jargon de thérapeute l'écologie, c'est-à-dire, est-ce que la personne s'accorde vraiment le droit de briller, ou bien si elle brille, ça va avoir des conséquences ou des dommages collatéraux. Si je brille trop, peut-être que mon frère va me jalouser, peut-être que mon père va me déshériter, peut-être que mon voisin va... etc. Si j'ai trop, si je suis trop, voilà. Il peut y avoir quelque chose, donc il faut vérifier s'il n'y a pas des perdants dans le fait de réussir, de briller. Mais en réalité, ça m'amène à vous lire ce petit texte qui est très court et qui fait vraiment l'effet de ça. C'est un texte de Marianne Williamson que Nelson Mandela avait utilisé dans son discours d'investiture. Je cite: « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant du divin. Vous restreindre et vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire du divin qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Je trouve que ce texte va particulièrement bien avec ce que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais vous parler, pour terminer, un tout petit peu d'hypnose. Parce que finalement, l'hypnose, c'est mon truc. Alors comment on fait pour se libérer de la peur à travers l'hypnose? Eh bien, on va évidemment, mais sans toujours y arriver, tenter d'identifier la source de l'insécurité, comme on le parlait au tout début, c'est-à-dire qu'on a engrammé une expérience d'une certaine manière et notamment physiologique, somatique. Alors il y a un trauma, des fois un traumatisme grave, mais généralement un trauma, c'est-à-dire une interprétation que ça a été grave, ou des expériences déstabilisantes, des expériences d'insécurité, de manque,
de rejet, d'abandon, etc. Il y a une insécurité qui s'est mise en place. Du coup, la personne va surcontrôler. Elle va prendre l'habitude dans sa vie de surcontrôler, parce que si je ne contrôle pas les choses, je me sens insécure. Et donc, c'est assez fréquemment la raison des troubles du sommeil. C'est pas une généralité, mais c'est assez souvent le cas. Et puis, donc, on va tenter d'identifier la source de l'insécurité. Si on n'y arrive pas, c'est-à-dire s'il n'y a rien qui vient à la mémoire, qu'il y a rien qui monte à la conscience, eh bien, c'est pas grave. On va demander au subconscient, qui lui le sait, de suivre la piste, et puis on va remonter dans les mémoires jusqu'à un élément clé qui va être soit un vrai souvenir qui remonte à la mémoire, ça peut être le cas, soit un souvenir symbolique. Ça peut donc être une fausse mémoire, mais qui est symbolique de ce qui s'est passé. On prend ce qui vient, parce que le subconscient il sait faire avec ça, et on va apporter dans cette mémoire, là on est en thérapie, hein, on est en état d'hypnose, on va apporter dans cette mémoire les ressources qu'on possède aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on est adulte, on sait qu'on peut se faire confiance, on sait qu'on maîtrise un certain nombre de choses, on a des expériences de sécurité. On va prendre ces expériences, ces ressources, et on va les apporter au tout jeune soi-même qui ne les avait pas encore. Et à partir de là, on va demander au subconscient de réinterpréter toute l'expérience depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, de réinterpréter tous les événements similaires qui peuvent donc être revus et corrigés en apportant la confiance et la sécurité nécessaires. On va prendre soin, on parle des fois de l'enfant intérieur, c'est un peu ce type d'approche. Et puis, évidemment, à la fin, on va fusionner les différentes parties et activer cette expérience qui aura été vécue en état hypnotique. S'il y a lieu, on ajoute des croyances personnelles quand la personne en a. Si elle a un ange gardien, s'il y a Jésus, Marie, Joseph, peu importe, ou si c'est, je ne sais pas, l'archange Gabriel, ou bien la bonne étoile, ou bien, peu importe, on apporte ça pour amplifier et verrouiller le truc. Voilà, ça c'est l'approche thérapeutique, hypnothérapeutique que j'utiliserai pour libérer une peur qui est engrammée, installée depuis toujours. C'est une des méthodes. Et l'autre méthode, si vous le désirez, on va la faire ensemble. Maintenant. Pourquoi pas? Et donc, je ne vous ai pas laissé beaucoup la parole, hein, j'ai vraiment fait que de parler, mais je pense que vous êtes assez grand pour me couper ou poser des questions, et puis on aura l'occasion de parler juste après, mais pour l'instant, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien faire cette expérience. On va faire une expérience courte, il n'y a pas besoin que ce soit très long, vous n'irez pas dans un état d'hypnose profond, même si vous pouvez le souhaiter et l'imaginer, vous pouvez aller à la profondeur de transe qu'il vous convient. Et je vais vous demander, avant de partir dans cette expérience, de penser à votre peur. Ça peut être une peur en particulier qui existe dans votre quotidien ces temps-ci, ça peut être une peur plus généraliste ou une peur très ancienne que vous connaissez trop bien parce qu'elle vous a accompagné depuis toujours ou depuis très très longtemps. Peu importe, vous prenez la peur que votre subconscient vous donne, votre subconscient vous fait des cadeaux, et là en ce moment, il vous inspire une peur qu'il est prêt à modifier pour vous. Et je vais vous demander de partir dans la relaxation avec cette peur, avec juste ce truc-là. Prenez le temps de vérifier que vous êtes assis, ce qui est le cas. Bien assis. Prenez le temps de vérifier que vous respirez, ce qui est aussi le cas. Prenez le temps de vérifier que tout ceci entre en vous à votre manière et à son propre rythme. Et prenez le temps
de prendre plaisir à laisser vos yeux se fermer, à votre rythme et à votre façon. Car il est très agréable de pouvoir comme donner les clés, donner le pouvoir, la possibilité à votre subconscient de faire quelque chose pour vous en ce moment. Et alors que vous rejoignez un état intérieur, une sorte de silence, d'espace intérieur, dans lequel votre subconscient vous attend peut-être à sa façon, comme ça, et vous accueille, vous reçoit, comme le roi, la reine que vous êtes, eh bien, j'aimerais que vous puissiez arriver dans cet endroit, dans cette sensation, avec le corps relâché. Voilà, vous pouvez sentir les épaules qui se détendent, vous pouvez sentir les vertèbres de votre colonne qui se tassent légèrement, comme si les tensions sortaient de vous à chaque expiration, et que le corps se permette simplement de se reposer. Le corps prend plaisir à vous contenir, à vous envelopper. C'est votre espace intérieur. Et ce corps se détend pour vous donner plus d'espace. Et plus le corps se détend, plus votre espace s'ouvre. Et plus l'espace s'ouvre, plus vous vous libérez, plus le corps se détend. Alors vous pouvez sentir comme une sensation d'agréable lourdeur qui vous permet de plonger profondément à votre niveau et à votre rythme, exactement où c'est bon pour vous et où il devient facile pour vous de visualiser cette peur qui vous appartient comme un objet. Nous avons parlé de différents objets tout à l'heure et je ne sais pas quel est le vôtre. Ça apparaît en ce moment pour vous. C'est un objet qui est à l'intérieur du corps ou peut-être posé sur le corps ou accroché au corps. Vous seul le savez. Vous pouvez observer si cet objet est plutôt chaud, plutôt froid, s'il est plutôt dur, plutôt mou, plutôt lourd, plutôt léger. Est-ce que cet objet est accompagné de certains sons typiques que vous seul pouvez entendre? Et alors que vous vous approchez, vous avez de plus en plus de conscience fine de cet objet qui vous accompagne depuis ce temps. J'aimerais vous inviter à imaginer ou à laisser votre subconscient vous inspirer le moyen de prendre cet objet et de le sortir du corps ou de le détacher de vous. Et vous allez le mettre devant vous ou sur un côté. Vous seul savez où il s'agit de le mettre dans un premier temps pour l'observer depuis l'extérieur. Vous pourriez même imaginer qu'il est sur une plaque tournante pour le voir de tous les côtés. Cet objet qui est là, en dehors. Et grâce à votre formidable faculté d'imagination, vous pourriez avoir envie de le modifier quelque peu, ou de le modifier totalement. Modifier sa dimension, modifier son poids, modifier sa température, modifier sa couleur, modifier les sons qui l'accompagnent. Et ressentir au fur et à mesure que vous faites ça, que le corps se relâche plus profondément. Libéré de quelque chose, comme une libération profonde et plus profonde encore. Alors, à vous de décider si vous allez ranger cet objet dans une boîte, dans un coffre, pour le garder, ou alors si vous allez préférer le détruire à votre manière. Le faire disparaître à tout jamais. Voilà.
Et vous seul savez exactement comment faire ça. Peut-être aurez-vous besoin d'abord de le faire graduellement, le faire rapetisser. Ou peut-être allez-vous le faire brûler ou exploser. Ou juste le laisser emporter par le vent. Et ça me rappelle cette petite fille que j'observais dans un parc qui tenait entre son pouce et son index très fermement serré une ficelle tendue vers le haut attachée à un ballon. Elle regardait son ballon et la couleur du ballon se reflétait dans ses yeux. Et elle serrait ses deux petits doigts de toutes ses forces, comme pour ne pas lâcher, garder ce ballon, comme si elle avait besoin de temps encore pour imprimer la couleur et la forme de ce ballon dans son regard. Et en même temps, de temps en temps, elle détournait la tête en regardant les autres enfants jouer. Et son regard revenait sur le ballon et ses petits doigts serraient encore cette ficelle tendue vers le ciel. Combien de temps il lui a fallu, je ne me souviens plus, pour lentement desserrer son pouce et son index, ses deux petits doigts qui se sont relâchés jusqu'à ce que la ficelle glisse entre eux et ondule mollement en montant à suivre le ballon qui s'envolait. Et son regard a suivi le ballon au fur et à mesure qu'il rapetissait encore un petit moment, jusqu'à ce que ça devienne un petit point dans le ciel emporté par le vent. Alors, tout d'un coup, un peu comme par miracle, elle s'est tournée, comme si elle avait tout oublié, et elle est allée jouer avec les deux autres enfants. Il y a eu comme un rayon de soleil qui est tombé sur elle. Et un instant, elle m'a paru scintiller au milieu du parc. Et cette lumière entre en vous maintenant, pour remplir l'espace que vous venez de libérer. Une lumière puissante et scintillante. Et vous pouvez profiter de quelques longues secondes pour bénéficier de tout ce que votre subconscient vient de faire pour vous. Et quand il en a terminé, il va trouver sa propre manière de vous le faire savoir. Et alors, vous allez sentir que votre corps recouvre son énergie, peut-être se remplit de lumière, d'énergie, de joie, de bonheur, de tranquillité, de quiétude, de sérénité, de stabilité, de confiance. Et à votre rythme, à votre façon, en prenant tout le temps qui est bon pour vous et pour votre subconscient. Vous allez vous-même choisir comment et à quel moment revenir ici et maintenant en rapportant avec vous tous les bénéfices de cette expérience. Merci. On n'a plus peur de rien. Super. Merci. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre intérêt, votre attention et pour vous. Je rappelle pour ceux qui sont en ligne que
le prochain Café Hypnose aura lieu le 6 novembre, dans un mois, sur la thématique « Vivre l'instant présent ». Ça sera encore un truc à philosopher et que je pratique à Lausanne et également en ligne. Voilà, il y a une petite participation de 10 francs pour ce qu'on vient de faire et que ceux qui veulent sur YouTube ou ailleurs me donner quelque chose, il y a toujours des petits liens par PayPal ou voilà, des petites possibilités de soutenir mon travail. Merci de votre attention, merci pour tout et à la prochaine. Merci.